guise d'introduction, on peut bien constater que la gestion transparente des gestions des biens publics semble être de nos jours une quête perpétuelle de tous les États démocratiques. Cependant, cette gestion est le plus souvent talonnée par un phénomène dénommé la corruption. Ce phénomène est sans doute le défi le plus pressant qui se pose à la gouvernance au Mali aujourd'hui et même depuis l'indépendance. Nous allons donc étudier ces phénomènes de corruption au Mali en questionnant la problématique de l'efficacité des mécanismes juridiques qui sont mis en place pour y faire face. Et plus précisément, notre sujet de communication porte sur la problématique de l'efficacité des mécanismes de lutte contre la corruption au Mali. Alors, d'entrée de jeu, pour des raisons de contrainte de temps imparties pour cette communication, convient-il de rappeler directement et rapidement un tableau récapitulatif du niveau de corruption au Mali. Ce tableau est très succinct, mais beaucoup plus disert. En effet, Transparency International notait dans un rapport publié au tout début de cette année 2024 que le Mali a fait quelques progrès dans la lutte contre la corruption en 2023. Ce progrès pour le moins étonnant sont le fait que le Mali est passé de la 137e à la 136e place sur le plan mondial et à la 33e place sur le plan africain. Sans doute, il s'agit là d'un maigre pas dans la lutte contre la corruption. Le bilan ainsi décliné du moins, est très peu flatteur pour un pays dont les ressources budgétaires, dit-on, sont faibles. Il est la résultante d'un ensemble d'actes et d'actions définis par le législateur malien comme étant les éléments constitutifs de la corruption. En effet, proprement parlé, le code pénal malien ne définit pas la corruption au fond. En revanche, il se borne à en citer les différentes formes à l'instar des instruments juridiques internationaux, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ces éléments sont entre autres atteinte aux biens publics, concussion, favoritisme, corruption de fonctionnaires, trafic d'influence, enrichissement illicite, corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques, corruption dans le secteur public. Afin donc de lutter contre ces faits de corruption, les différentes autorités maliennes, depuis l'indépendance jusqu'à la transition en cours, ont adopté des instruments nationaux et ratifié plusieurs instruments internationaux et régionaux. Au plan national, l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023 témoigne de cette volonté gouvernementale renouvelée, où la lutte contre la corruption fut consacrée dans le préambule en ces termes. Considérant que la corruption et l'enrichissement illicite compromettent les efforts de développement du pays, l'État s'engage à entreprendre toutes les actions nécessaires pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite et promouvoir effectivement la bonne gouvernance. Au plan international, le Mali a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale du 15 décembre 2000, la Convention des Nations Unies contre la corruption du 9 décembre 2003, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption du 11 juillet 2003, le protocole de la CEDEAO contre la corruption du 21 décembre 2001. Dieu seul sait que les normes internationales au Mali, que les normes internationales ratifiées par le Mali sont nombreuses et variées. L'adoption donc et la ratification des textes juridiques ont subséquemment nécessité la création d'une multitude d'organismes de lutte contre la corruption. Conformément donc à l'article 6 de la Convention des Nations Unies, le Mali a mis en place certaines structures, notamment le vérificateur général, le contrôle général des services publics, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, la cellule nationale de traitement des informations financières, auquel donc il faut ajouter la Cour des comptes récemment créée par la nouvelle constitution du 22 juillet 2003, le pôle économique et financier et le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. En tout état donc de cause, l'intervention de tous ces organes
se fait soit à titre préventif pour certains, soit à titre répressif pour d'autres. Aussi, il est vrai qu'il existe un foisonnement juridique pour lutter contre la corruption au Mali, mais il a été tout aussi souligné à l'entame de mes propos que le niveau de corruption au Mali reste encore élevé. Dans un tel contexte, immanquablement, le juriste est porté à questionner l'efficacité des mesures juridiques jusque-là préconisées. Pour répondre donc à cette problématique, la présente communication s'est fixée d'apporter une réflexion sur la pertinence des mécanismes utilisés contre la corruption au Mali. Ainsi, l'expérience et l'étude des institutions impliquées nous renseignent sur une efficacité limitée en matière de lutte contre la corruption, premier temps de notre communication. Et cette efficacité limitée, a priori, peut être associée à un manque de volonté politique. Une telle prise en compte de la dimension politique et sociale des phénomènes de corruption nous permet de reconsidérer la question de la lutte contre la corruption. Elle révèle donc un certain nombre de pistes de solutions qui pourraient s'avérer fécondes pour la lutte contre la corruption, second temps de notre communication. Et concernant donc le premier temps de notre communication, comme il a été souligné, à la fin de nos propos introductifs, les mécanismes juridiques de lutte contre la corruption sont de deux ordres, notamment un mécanisme préventif d'une part et un mécanisme répressif d'autre part. Il s'agira donc, dans cette partie, de démontrer la faiblesse de tels mécanismes dans l'atteinte de l'objectif fixé de la lutte contre la corruption au Mali. D'une part, les mécanismes préventifs sont ceux qui interviennent en amont dans la lutte contre la corruption. Les organes créés à cet effet exercent leurs compétences avant la survenance des faits de corruption. En dépit donc de la mise en place de ces dispositifs juridiques, il est à reconnaître nécessairement que ces derniers sont confrontés à un certain nombre de défis qui limitent leur efficacité et leur mise en œuvre dans la lutte contre la corruption. La première faiblesse donc est relative à la multiplicité des structures de contrôle préventive et par conséquent un manque de coordination. La multiplicité crée effectivement le problème de concurrence et de coordination entre les structures qui affectent l'efficacité. La deuxième faiblesse est la sélectivité de certains mécanismes de contrôle préventif. Au fond, la loi de 2014 sur l'enrichissement illicite prévoit des dissertions au strict point de vue de l'universalité de la pratique judiciaire pénale. Et cette loi oblige les agents de l'État à déclarer leurs biens et à justifier leur origine. Alors qu'au même moment, elle exclut de son champ d'application certains agents de l'État, tels que les députés auteurs de la loi. Cela suscite des interrogations sur le respect du principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Une troisième faiblesse se trouve dans un certain nombre d'éléments comme l'instabilité et l'insuffisance de volonté politique réelle affichée et matérialisée. Le déficit témoin à lui, les difficultés à réunir les éléments de preuve des actes de corruption, l'opacité et la résistance de certaines administrations qui rendent difficile le contrôle du dysfonctionnement des structures de lutte contre la corruption, l'insuffisance des pouvoirs et d'indépendance des structures dans la mise en œuvre des réformes administratives et des procédures de contrôle. Au-delà de tout, rares sont des cas de corruption qui débouchent sur la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre des accusés en justice. D'autre part, donc, les mécanismes répressifs comprennent les institutions chargées du contrôle et de la recherche sur les actes corruptifs et les institutions chargées de juger de tels actes. L'élément fondamental d'un système judiciaire permanent de lutte contre la corruption est que les droits soient dits sans arbitraire par des juges compétents, intègres et indépendants de toute pression. Les années se suivent et les mêmes constats de faiblesse, voire de carence dans les poursuites judiciaires, se révèlent en dépit des orientations données par les structures de contrôle. Malgré l'existence d'un certain nombre de mécanismes, au Mali, précisément
pour prévenir les cas de corruption et pour lutter efficacement contre ce fléau, non seulement la corruption prospère, marquant ainsi une inefficacité des mécanismes qu'il faut nécessairement remédier afin de mener une lutte impérieuse. Le second temps de notre communication, pour améliorer donc les mécanismes de lutte contre la corruption, de bonnes pratiques peuvent être des propositions de solutions susceptibles d'améliorer leur efficacité. À cet effet, il est indispensable de mettre l'accent sur la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et même judiciaires. Une amélioration donc du cadre normatif et institutionnel s'impose d'un côté, nécessitant ainsi une implication de l'ensemble de la société de l'autre côté. D'un côté, pour lutter efficacement contre la corruption, il est important de mettre l'accent d'abord sur la réforme, la coordination et même une synergie entre acteurs afin d'adopter la réponse aux nouvelles formes de délinquance économique et financière. Et cette stratégie vise à améliorer le cadre juridique et institutionnel et à mettre en place des mécanismes de coordination et d'intervention en matière de lutte contre la corruption. À cet effet, la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action quinquennal 2023-2027, approuvé par décret numéro 0546, PTRM du 21 septembre 2023, seront un apport important dans le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption au Mali. Et ensuite, il est nécessaire de renforcer les capacités des ressources humaines impliquées dans la prévention et la détection de la corruption. La stratégie implique également de mettre à la disposition des structures des outils techniques adaptés pour détecter les risques de corruption. À cet effet, des formations sont nécessaires pour faire une mise en niveau des connaissances et des compétences des acteurs anticorruption. Pour renforcer les mécanismes existants, plusieurs actions peuvent être envisagées pour prévenir et détecter la corruption, comme la digitalisation de la chaîne des recettes et dépenses publiques, déjà même concrétisée au Mali par décret numéro 2024-04-29 PTRM du 29 juillet 2024. La mise en œuvre d'un dispositif d'alerte interne et de protection des témoins et même des lanceurs d'alerte. Enfin, il faut impérativement la répression et la réparation, car il est difficile d'envisager la lutte contre la corruption sans le concours efficace, indépendant et impartial de la justice. La lutte contre la corruption doit s'articuler prioritairement autour de la sanction des comportements répréhensibles. Pour ce faire, l'appui de la justice ou du système judiciaire dans son ensemble est indispensable. Au Mali, la justice a surtout besoin du soutien de la société dont elle est l'émanation. Il est donc question de donner à la justice les moyens nécessaires pour réprimer toutes les personnes s'étant rendues coupables d'actes de corruption. Il s'agit entre autres de renforcer les capacités des acteurs de la justice impliqués dans les domaines de la répression des faits de corruption et du recouvrement des biens spoliés. De renforcer la coopération judiciaire pour appréhender les acteurs d'infractions de corruption transfrontalière. Et d'autre part, la lutte contre la corruption n'aura de succès que lorsque toutes les couches de la société et les autorités politiques et judiciaires s'impliqueront à fond. L'État, à travers les institutions de la République, par une volonté politique, sans réserve. Ensuite, les élus, par les moyens d'information, d'éducation et de sensibilisation et de la vulgarisation des méfaits de la corruption. En effet, les autorités maliennes doivent afficher une volonté politique soutenue en matière de lutte contre la corruption et la délinquance financière afin de bénéficier de la confiance du peuple et des partenaires au développement. Pour parvenir à un résultat probant, l'État doit élaborer et appliquer rigoureusement des normes de contrôle par le renforcement de l'effectivité et la régularité des activités de contrôle interne et même externe. La coordination des activités des organes de contrôle, le développement et la systématisation de l'audit sont des pistes à explorer pour l'atteinte des objectifs. À cet effet, l'État se doit d'appliquer
rigoureusement les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment les enquêtes de moralité, tenir compte des critères de probité et d'intégrité dans le recrutement et la nomination des cadres. Un autre aspect important à prendre en considération, il s'agit de l'impact de l'État sur les conditions de vie et de travail des agents. Une lutte efficiente contre la corruption passe nécessairement par l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du secteur public, mais aussi leur formation et leur sensibilisation à l'éthique de transparence dans la gestion des affaires de la cité. Au terme donc de cette communication, force est de constater que la lutte contre la corruption est un défi permanent pour tous les Maliens. Le succès et l'ensemble des mécanismes de lutte contre la corruption est tributaire de la volonté politique. Cependant, au-delà des structures de contrôle, de vérification et de poursuite, la lutte contre la corruption est avant tout un comportement citoyen. C'est avec une volonté politique forte, une mobilisation sociale et une coopération internationale et régionale, des progrès significatifs peuvent être réalisés pour promouvoir la bonne gouvernance, renforcer l'état des droits et garantir un avenir meilleur pour tous. Il est donc crucial de nous engager fermement dans la lutte contre la corruption pour assurer la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Je vous remercie donc pour votre aimable attention.